sont donc enfin passés à l'action à Koursk, ce territoire que les Ukrainiens ont investi en plein cœur de l'été. Selon le président Zelensky, une contre-offensive et non pas la contre-offensive a commencé. L'armée russe confirme également avoir repris 10 localités aux Ukrainiens ces dernières heures ou derniers jours. Général Trinquant, bonjour et merci d'être avec nous en plateau. Il aura donc fallu un mois pour que les Russes passent à l'action dans ce territoire Koursk occupé donc par les Ukrainiens. Oui, complètement. Et pour moi, ça donne deux leçons. La première, on le savait, c'est l'inertie du système russe. Le temps de s'organiser, il leur faut un mois quand même. Donc mais ça, on n'est pas surpris. En revanche, ce qui nous surprend beaucoup plus, c'est de voir que la Russie ne disposait pas de réserve. Elle n'a pas de réserve de niveau opératif qui lui aurait permis de contre-attaquer tout de suite avant que les Ukrainiens ne s'installent. Ils sont allés chercher des unités du niveau de la compagnie, donc 150 hommes à peu près, un peu partout, à Kaliningrad, dans la région de Kherson, voire même au Burkina Faso avec la brigade Baer. Donc c'est quand même assez surprenant et ils ont dû improviser une organisation du commandement là-bas. Donc on va voir ce que donnent ces actions offensives. Simplement, en un mois, cela a laissé le temps aux Ukrainiens de s'installer, de préparer. Ils ont cassé beaucoup de ponts pour empêcher les renforts russes. Donc on va voir à quel rythme les Russes peuvent progresser. Et les Ukrainiens, du coup, ont tout intérêt à protéger ces conquêtes. Oui, je pense qu'ils ont pris ces conquêtes, c'est pas pour les lâcher tout de suite. C'est parce qu'ils ont besoin de montrer aux Russes qu'ils ne sont pas invincibles, que eux aussi arrivent au plafond de leur capacité, parce que on parle toujours du Donbass où les Russes progressent, mais ils progressent très lentement et ils ont perdu probablement 36 000 hommes dans les 3 derniers mois. Donc ils mettent le paquet là, mais ils avancent relativement modérément, et puis ils n'ont pas été capables de réagir avant à Koursk. Ça veut dire, messieurs les Russes, attention, vous êtes en train d'atteindre votre plafond. Et si en plus on reçoit l'autorisation de frapper dans la profondeur avec des missiles importants, eh ben, ça va changer la donne. Alors, c'est le débat qui agite les Occidentaux depuis des mois maintenant. Volodymyr Zelensky l'a redit à Antony Blinken qui était en visite à Kiev. Il faut vraiment nous donner le feu vert pour utiliser ces missiles longue portée. D'abord, de quelle arme est-ce qu'on parle? Rappelez-nous. Il s'agit essentiellement de missiles à longue portée aérotransportés, donc qui pourraient aller sur les F-16, puisqu'il y a des F-16 qui arrivent, avec des missiles qui portent à 350 ou 400 km. Aujourd'hui, ils disposent de missiles terrestres, les ATACMS, mais qui ne frappent pas vraiment en Russie. Et puis, ils disposent de missiles britanniques ou français, les Storm Shadow ou les Scalp, depuis longtemps. Simplement, le stock est très faible. Je crois que la France leur avait donné 40 Scalp, 4-0. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, ça et les Américains? Les Américains sont des centaines. Et puis, le gros avantage, c'est que le Scalp et les Storm Shadow avaient été modifiés pour pouvoir aller sur des avions russes. Là, il s'agit de F-16. Et sur les F-16, c'est américain. Et donc, ça permet de mettre des missiles américains directement. Et ces armes, elles frapperaient quelle cible en Russie? Des dépôts d'armes? Oui, alors, essentiellement... Des bases aériennes? Oui, bien sûr. Il s'agit de frapper des cibles militaires intéressantes. Alors, les aéroports en particulier, parce que les Russes font la même chose. Ils font décoller leurs avions qui tirent leurs missiles en Ukraine. Donc, de taper sur les aérodromes où il y a ces avions, c'est une façon de protéger l'Ukraine. Donc, pardonnez-moi de couper les cheveux en quatre, mais ce sont des armes défensives, puisqu'il s'agit de défendre l'Ukraine. Donc, voilà, je pense que la liste des cibles, le président Zelensky a dit qu'il allait montrer la liste des cibles, parce que, vous savez, le ciblage, c'est un travail qui se fait dans la durée de planification sur le dire, on va taper sur ces... Et donc, à ce moment-là, les Américains vont pouvoir dire, on est sûr, il n'y aura pas de cible civile, vous pouvez y aller. Je pense que c'est qu'une question de temps, ça. Et il existe encore des réticences américaines, notamment. Pour quelles raisons, selon vous? Alors, la réticence américaine majeure, c'est de ne pas se retrouver face à la Russie. Les Américains face à la Russie. Mais souvenez-vous de la première ligne rouge qui était pas de combat en Russie, elle est tombée avec l'offensive de Koursk. Et là, les Américains soutiennent. Donc, au fur et à mesure... Ils ont été pris de court, les Américains Non, moi je pense qu'ils étaient prévenus, simplement on était arrivé à un accord. Mais je pense que, si vous voulez, les Américains se rendent compte de plus en plus de la faiblesse du pouvoir russe. Qu'est-ce qu'il a derrière? Puisqu'il n'a pas ses réserves opérationnelles. L'arme nucléaire, évidemment qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Donc, il s'aperçoit de ce vide, et donc,
la nature à hauteur du vide, il faut le combler par les capacités occidentales. D'autant qu'il y a eu une évolution dans la doctrine occidentale, ces lignes rouges qui ont été repoussées à chaque fois, livraison de missiles, livraison d'avions de chasse, aujourd'hui donc peut-être utilisation de ces armes en territoire russe, et face à cela, il n'y a pas eu de réponse finalement de Poutine, pas de réponse de Russes. J'ai toujours dit que Poutine était fort de nos faiblesses. Et donc, si on se montre fort, il sera faible. Et il arrive à un moment où lui, comme les Ukrainiens, comprennent qu'il faut négocier. Les deux l'ont dit. Les Ukrainiens ont dit, le prochain round, il faut que les Russes soient là. Les Russes ont dit, nous, on est prêts à négocier, suivant leurs conditions, bien sûr, mais on est prêts à négocier. N'oubliez pas que le président Zelensky va à Washington. Il sera à New York la semaine prochaine. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Et dans cette Assemblée générale, que j'ai beaucoup pratiquée dans les couloirs, vous savez, on se rencontre beaucoup. Est-ce que les Russes rencontreront les Ukrainiens ? Les Iraniens rencontreront les Israéliens. Tout ça, ça va discuter. Et il est temps, parce que chacun des adversaires, qu'ils soient ukrainiens ou russes, s'aperçoit des limites de son action. Et donc, il y a un moment où il faut se parler. Qu'est-ce qu'il faut pour que le projet de plan de paix que va présenter le président Zelensky à Joe Biden vendredi soit crédible ? Il faut d'abord que les Russes se rendent compte qu'ils ne pourront pas conquérir tout ce qu'ils veulent conquérir. Il faut également que les Ukrainiens soient, pardonnez-moi du terme, très triste pour les Ukrainiens de dire ça, mais raisonnables. Il y a des zones qui n'arriveront plus à conquérir. Le Donbass, la Crimée ? Une partie du Donbass ne pourra pas. Alors, oui, Luhansk et Donetsk, globalement. En revanche, les Russes, Kherson et Zaporizhzhia, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le conquérir. On voyait bien que ces deux oblats font partie des 4 oblats qui ont été annexés en septembre 2022. Donc voilà, chacun s'aperçoit de ses limites et ça n'est pas la force armée qui permettra de changer les choses. Simplement, les Ukrainiens se sont mis en position plus favorable, il ne faut pas l'oublier, qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois, où il y a 3 mois on disait globalement l'Ukraine a perdu. Grâce à cette offensive à Koursk. Oui, exactement. Oui. Grâce à cette offensive à Koursk, grâce aux frappes dans la profondeur qui continue, et si les Américains donnent leur feu vert pour utiliser les missiles sur des cibles qu'ils auront choisies ensemble, à ce moment-là, évidemment, l'Ukraine s'est remis en position plus favorable. Je dis pas le bras de fer est toujours là, oui. Mais voilà, ils auront des atouts. Mais ça pourrait militairement affaiblir la puissance russe. Ah oui, la puissance russe a des problèmes. Les raffineries qui ont été tapées, aujourd'hui, ils ont du mal à ravitailler leurs forces. Le pont de Kerch ne reçoit plus de ravitaillement par la voie ferrée, les ferries ont été coulés, donc ils sont obligés de passer par la route intérieure Mariupol, etc., qui est beaucoup plus longue, plus compliquée. Donc les Russes aussi ont des problèmes d'acheminement de leur logistique. Vous parliez des Iraniens tout à l'heure, rien à voir, mais c'est aussi l'actualité. Le Pentagone a affirmé il y a quelques jours que les Iraniens avaient livré des missiles balistiques aux Russes. Est-ce que ça aussi, ça peut peser dans la balance pour que Joe Biden donne son feu vert à Zelensky ? Oui, alors bien sûr, premier point, le président Zelensky lui a dit « je ne les ai pas encore vus utiliser ». Mais le fait que la Russie doivent s'approvisionner auprès de l'Iran et de la Corée du Nord doit poser question. Tous les gens vous disent que la grande puissance russe ne peut pas être vaincue. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont s'approvisionner auprès de la Corée du Nord ? Même si la machine russe, la fabrication des armes tourne, dit-on, à plein régime. Elle tourne à plein régime, mais il leur manque beaucoup d'éléments, sinon ils n'iraient pas s'approvisionner ailleurs. Ils ont été obligés d'aller, je le répète, en Corée du Nord et en Iran. Donc ça prouve que ça ne tourne pas aussi bien qu'ils veulent bien le dire. Donc pour vous, le feu vert américain, l'autorisation américaine devrait arriver peut-être demain lors de cette visite entre Biden et Zelensky ? Moi, je pense que ça va arriver assez rapidement. Un indice, les Néerlandais ont dit pas de problème pour utiliser. Les Néerlandais fournissent les F-16 américains au passage, matériel américain. Donc les Américains vont avoir du mal, alors qu'ils ont accepté que les F-16 puissent être utilisés, que l'armement n'aille pas avec ces F-16. Et je pense qu'il s'agit de clarifier les choses avec les Américains en disant voilà le plan de cible, ne vous inquiétez pas, on ne va pas taper des immeubles à Moscou, on va taper sur des objectifs stratégiques qui permettent aujourd'hui aux Russes de frapper l'Ukraine et la population ukrainienne. Diplomatiquement, on sait qu'Antony Blinken est plutôt favorable à l'utilisation de ces armes en territoire russe. Il est aujourd'hui
aujourd'hui après avoir été en Ukraine, à Varsovie, en Pologne. C'est l'un des pays qui dit avoir été violé par son espace aérien par les Russes, tout comme la Lettonie. Est-ce qu'on assiste là à un débordement du conflit ukrainien? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est inquiétant? Je ne pense pas que c'est dangereux parce que les Russes n'attaqueront pas intentionnellement ces pays-là. Maintenant, ces pays, la Pologne en particulier, a dit « Moi, je me donne le droit de frapper, y compris en territoire ukrainien, si je sens qu'il y a des missiles, des drones qui se rapprochent de ma frontière. » Et moi, je trouve ça parfaitement normal. Les Russes doivent arrêter de penser qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais l'OTAN n'a pas réagi à ces affirmations. Non, mais c'est normal, c'est pas l'OTAN. Je rappelle, je le dis en permanence, l'OTAN n'est pas en guerre dans cette affaire-là. L'OTAN est faite pour défendre les pays qui appartiennent à l'OTAN. Mais les pays de l'OTAN peuvent avoir des actions bilatérales pour leur propre protection. Alors, vous me direz, on coupe un peu les cheveux en quatre, hein, parce qu'il est certain que les systèmes d'alerte de l'OTAN fonctionnent avec les Polonais. Oui, mais c'est aux Polonais de prendre cette décision et non pas à l'OTAN. Merci.